Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Nous parlons justement de gestion thématique avec notre rendez-vous habituel avec les équipes de Galilée Asset Management et son président Ronnie Michali à mes côtés. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. On passe avec vous régulièrement au crible avec vos outils propriétaires, le codex des thématiques notamment. Bien justement, l'intérêt de ces grandes thématiques d'investissement, hein, c'est un décryptage d'un cas d'investissement, force, faiblesse de l'économie numérique en l'occurrence. Ronnie, je veux bien qu'on définisse un peu le périmètre de ce qu'est l'économie numérique, parce que voilà, on a l'impression que on sait tous ce qu'est l'économie numérique, mais peut-être que c'est bien de le repréciser. Ça a pas mal évolué Ouais. avec les années. Avant, c'était les hardware et les software, mais maintenant, c'est devenu l'ensemble des activités qui sont regroupées dans ce qui trouve l'origine de leur chiffre d'affaires sur Internet. Mhm. Donc, c'est devenu une thématique tellement importante qu'elle va presque rythmer notre vie au quotidien. Par exemple, le matin, vous allez recharger votre carte de métro sur votre téléphone, puis vous avez de la musique dans les oreilles en streaming, vous lisez l'actualité sur votre téléphone, ou alors vous regardez le replay de Bismarck, n'est-ce Bien pas, sûr. sur votre téléphone. À midi, vous allez commander par exemple Deliveroo, Uber Eats, ou alors vous allez au supermarché, vous payez avec votre téléphone. L'après-midi, vous pouvez commander un cadeau sur Amazon pour la fête des pères, pour ceux qui seraient en retard. Et, Gros retard. gros retard. Et puis le soir, on va au restaurant, on paye avec son téléphone, on peut rentrer en VTC, on peut regarder si on rentre Netflix. photo, voilà. On peut une regarder petite série. TF1 sur Netflix demain à partir de l'été. C'est Absolument. l'accord qui a été signé aujourd'hui entre les deux. Donc voilà, Ouais. exactement. C'est quand même une thématique qui est devenue incontournable et qui, évidemment, ces dernières années a de bonnes performances. On en parlera, mais c'est vraiment une thématique chez nous parce qu'elle est structurelle, internationale et transversale. Elle coche toutes ces cases. Évidemment, personne n'est, j'allais dire, épargné par cette économie numérique qui est présente dans notre quotidien. C'est structurel, c'est global sans doute. Transversal, ça veut dire que ça balaye aussi plusieurs secteurs. Ça, c'est un critère important, j'imagine. Absolument. Alors, on va avoir la vente en ligne, par exemple, Alibaba, Amazon, Mercado Libre. On va avoir les jeux en ligne avec Microsoft, par exemple, la plateforme Xbox. Le paiement en ligne avec PayPal, Visa aussi, qui s'est mis dans le paiement en ligne. Les réservations en ligne avec Airbnb, Booking. La mode en ligne avec Zalando. Donc voilà, vraiment multisectoriel. Donc ça, c'est très important que ce soit transversal chez nous. Structurel, bon, évidemment, c'est porté par des méga tendances, la digitalisation de l'économie, l'essor de l'économie collaborative qu'on a aussi appelé ubérisation, Ouais. l'émergence des classes moyennes, parce que toutes ces classes moyennes qui arrivent au seuil de consommation sur Internet vont vouloir avoir accès à toutes ces offres. Et puis, l'essor de l'économie de la flemme, qui, Quoi, le canapé, c'est l'économie du canapé, c'est ça? qui a vraiment... On bouge plus de son canapé, quoi. Voilà, explosé depuis le Covid, Ouais. c'est la culture de la livraison instantanée. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des catalyseurs importants, ce qui la rend structurelle. Aujourd'hui, c'est 15% du PIB mondial. En 2030, ce sera, selon les projections, 30%. Donc c'est vraiment une croissance importante. Ça croît environ à 6,97%, donc presque 2 fois plus que le PIB mondial. Et puis, savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a 5 milliards de personnes qui sont utilisateurs d'Internet dans le monde, donc 63% de la population mondiale. Mais il y a encore un petit peu de marge, finalement, avec cette... La pénétration de la technologie n'est pas encore totalement complète. Exactement, cette fracture numérique, Oui. on va dire, mais qui est réduite, résorbée, quand même. par exemple, par Starlink, qui donne accès Sûr. un peu partout Ouais, dans ouais. le monde, et même là où il n'y a pas de couverture, évidemment, à Internet. Ouais, ouais. Donc, et ce qui en fait aussi une thématique internationale, Oui, oui, c'est bien l'un sûr. des 3 critères. À propos de chiffres, combien ça vaut? Qu'est-ce que ça rend comme performance, cette thématique de l'économie numérique, Ronnie? Alors déjà, c'est la 3e thématique la plus performante depuis le début de l'année, avec plus 14%. Les performances des années précédentes sont également très bonnes. En 2024, plus 30%, en 2023, plus 25%. L'année qui fait mal, c'est 2022, avec la hausse des taux, on s'en rappelle, moins 36% cette année-là, mais depuis, c'est vraiment une très belle recovery. En termes de PI, donc la cherté de la thématique, en bourse, donc on est à 29 fois versus 23 fois le MSCI, comme vous pouvez voir sur le graphique.
En 2021, Oui, c'est ça que je regardais. Voilà. Vous payez plus de 40 fois, c'est ça? C'est ça. Bon, on sortait du Covid. C'était la période Covid. Voilà, on sortait du Covid, évidemment. Tout allait être numérique pour toujours. Exactement, donc ça se payait 2 fois le marché. Aujourd'hui, on est revenu à une moyenne de 1,2 fois. Donc, plus de survalorisation évidente. En plus, il y a une baisse des taux encore potentielle aux États-Unis qui peut venir renforcer encore la performance de cette thématique en bourse. Et il y a une croissance du chiffre d'affaires de ces boîtes en moyenne sur les 3 prochaines années de 10% et des croissances de bénéfices par action assez exceptionnelles de 17% en moyenne sur les 3 prochaines années. Donc il y a du potentiel boursier. Qu'est-ce qu'on peut dire des forces-faiblesses de la thématique? Alors, on a développé effectivement l'aspect structurel, il y a beaucoup de choses positives à mettre dans la colonne des forces. Quelles peuvent être alors, les autres forces et les faiblesses aussi de cette thématique sur les marchés? Oui, les forces dont on n'a peut-être pas encore parlé, c'est l'intensité d'innovation, donc le pourcentage de chiffre d'affaires qui va dans la R&D. On est quand même autour de 10%, donc c'est assez exceptionnel. Et évidemment, toutes les thématiques qu'on regarde sont innovantes, mais il y en a des plus innovantes que d'autres, et ça fait partie des plus innovantes. Il y a, on en a parlé, le développement de l'ubérisation et l'économie de la flemme. Je vais pas revenir dessus. La plateformisation, effectivement. Ouais. Exactement. Et puis, il y a aussi un critère boursier qui est que c'est des boîtes qui sont assez peu endettées. Le ratio dette nette sur EBITDA est vraiment très faible et donc ça donne bien sûr des marges de manœuvre au niveau financement. Donc ça, c'est pour les points forts. Sur les points faibles. Et les points faibles. Alors, c'est une thématique très concurrentielle, vraiment très concurrentielle. Déjà, il y a une pression sur les prix. Donc, toutes les plateformes jouent la guerre des prix. Déflationniste. Tout à fait. Il y a des faibles barrières à l'entrée. Une plateforme en ligne, c'est pas très compliqué. Évidemment, ça dépend de la technologie, mais c'est pas très très compliqué à monter. Et les technologies obsolètes, elles mettent rapidement de côté les sociétés qui n'ont pas évolué. Donc ça peut aller très très vite. On l'a vu dans plusieurs changements vraiment structurels. Que les sociétés qui ne se sont pas modernisées sont très vite parties à la casse. Donc ça, attention boursièrement, ça peut être très compliqué. Bien sûr, les risques de sécurité des données, les cyberattaques, on en a connu pas mal. La plus célèbre, c'est eBay en 2014. Ça a quand même compromis les données personnelles de 145 millions d'utilisateurs. Il y a Alibaba en 2019, il y a Amazon en 2020. Donc attention, à chaque fois, ça crée des soubresauts sur le cours de bourse. Et il y a bien sûr les tarifs douaniers. Alors, c'est une thématique impactée par les tarifs douaniers? Ouais, ça a beaucoup souffert effectivement en avril. Maintenant, au fur et à mesure que des exceptions ont été mises, que les tarifs douaniers ont rebaissé, c'est quelque chose qui a bien marché. Et puis, je vous ai dit, plus 14% depuis le début de l'année, donc finalement, c'est pas si impacté que ça. Mais quand même, attention, ça peut être très sensible. Et enfin, alors, les émissions de gaz à effet de serre, je sais que le ESG est moins à la mode en ce moment, mais quand même, pour les investisseurs qui ont cela en tête, c'est quand même des boîtes où on commande souvent à l'autre bout du monde, ou alors quand on prend par exemple Uber, les VTC, c'est pas forcément le plus écologique, ou même Uber Eats. Voilà, donc parfois on peut avoir des notes ESG qui sont pas très très bonnes dans certaines boîte de cette thématique. C'est pas une économie numérique encore très sobre, si on va jusqu'au scope 3 notamment, et les usages qui sont faits des services qui sont proposés. Comment on investit sur cette thématique? Là aussi, c'est l'exercice avec vous qui vous revient, Ronnie, de trouver des produits d'investissement qui permettent justement de s'exposer à cette thématique. Absolument. Alors, il y a 2 ETF et un fonds que j'ai identifiés. Donc, au niveau des ETF, on a iShares Digitalisation chez BlackRock. Alors, au niveau de l'équipe Galilée, on apprécie bien celui-là. Il a 955 millions d'encours sous gestion. Il est sur le monde entier, donc ça veut dire pays développés et émergents. Les premières lignes, c'est Spotify, Netflix. Donc on est et avec en plus l'abonnement. C'est aussi l'économie de l'abonnement. C'est aussi exactement. Plus de 70% d'États-Unis. Donc il faut vouloir, bien sûr, s'exposer aux US quand on va sur cette thématique. D'ailleurs, les 3 ont plus de 70% sur les US. C'est le poids des US dans le MSCI aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc ensuite, on a Amundi MSCI, justement, Digital Economy. Lui est plus petit, 157 millions d'AUM.
On retrouve les grands acteurs de la tech dans celui-ci, avec des plus grosses pondérations que dans le précédent. Donc, dans les premières lignes, on va retrouver Oracle, Alphabet, etc. Il y a aussi plus de 70% du SA Ouais, ouais. dans cet ETF. Et enfin, pour ceux qui aiment la gestion Active. active, Ouais. avec un gérant, alors on va chez Pictet, qui a une grande gamme thématique, comme Bien vous sûr. savez. On a Pictet Digital, un portefeuille plus concentré, 47 positions, aussi, encore une fois, plus de 70% d'États-Unis, peu de Chine, 2,3% de Chine. Attention, Taïwan et Chine sont séparés, donc il y a un peu plus de Taïwan. D'accord. Voilà. D'accord. Et bien sûr, le gérant fait un effort spécifique dans ce fonds pour rechercher des sociétés de l'économie collaborative. D'accord. Ben voilà, merci beaucoup pour ces idées, en tout cas cette gamme de produits qui permettent de s'exposer à cette thématique de l'économie numérique que vous êtes venu décrypter pour nous avec ces outils propriétaires que vous avez développés chez Galilée Asset Management et notamment le codex des thématiques. Merci beaucoup Ronnie. Merci Ronnie Grégoire. Michali avec nous en plateau, le président de Galilée Asset Management dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr.